Les Archives et Musées de la Littérature vous invitent dans un tunnel spatio-temporel. Celui d'un théâtre, d'une compagnie, d'un assemblage de documents. De l'archive historique à l'archive vivante, le rideau nous emmène à travers 80 ans, toujours plus en avant. Nous sommes nés à voir le Théâtre National, donc c'est l'histoire la plus longue d'un théâtre à son histoire ou à l'histoire de la culture belge. Il faut rappeler peut-être que la Matrone des Fèves a été montée ici le 17 mars 1943, reprise au mois de mai, et donc ce qu'on va fêter, c'est 80 ans d'existence ininterrompue d'une compagnie. Le Rideau de Bruxelles a été dirigé par Martine Renders et Jules-Henri Marchand de 1992 à 2008. C'est vrai que quand on fait le compte des 80 années du Rideau de Bruxelles, j'ai eu plusieurs spectacles qui m'ont beaucoup frappée, mais comme spectatrice, ce sont Les Possédés de Camus. C'était quand même une pièce difficile, assez dure, avec Raoul de Manèz notamment, dont toutes les filles tombent amoureuses, c'est bien simple. Donc Claude Etienne m'est apparu comme quelqu'un qui avait cette personnalité à la fois d'être devant le rideau, à la fois derrière. Camus est dans mon cœur comme quelqu'un qui est associé à Claude Etienne. Claude avait une bibliothèque insensée, avec des chefs-d'œuvre à l'intérieur et des pièces excessivement rares. Quand j'étais au conservatoire, j'avais fait un spectacle sur les fourberies de Scapin avec des élèves. C'était un spectacle de masques, avec les masques de la Commedia dell'arte. Et Claude Etienne avait eu vent de ça. Et donc, il est venu me voir. J'étais en dernière année, en troisième année du conservatoire. Et il m'a dit, garçon chéri, l'année prochaine, tu fais une mise en scène au rideau. Ça sera L'Étourdi. C'est une des premières pièces de Molière. Et pas en matinée classique. En soirée. Moi, je pensais qu'il me faisait une blague comme ça. Et alors, à l'époque, on avait Éric Pradier, qui était un professeur au conservatoire, à qui je dois aussi beaucoup. Et il m'a dit, Éric, joue dedans. Hein. Et alors, je vois Éric. Alors, tu vas me mettre en scène? C'était mon prof, quoi. Et donc, c'est parti comme ça. J'étais spécialisé, soi-disant, dans les Molières. Claude aimait bien ça. Et ça m'a permis de rencontrer la figure mythique du Rideau de Bruxelles qui s'appelait Marcel Roman, un des premiers comédiens du Rideau de Bruxelles. Il a débuté avec Claude en 1943. J'ai souvent transformé la tête d'Angelo, qui était assez aventurier parce qu'il acceptait tout. Il était très curieux de ses métamorphoses. Ton perlin plein et de bélises dans un jardin. Magnifique pièce de Garcia Lorca. Et c'est la seule fois où j'ai joué avec Claude Etienne. Michael Delaunoy a dirigé le Rideau de Bruxelles de 2007 à 2020. Oui, il y a un ADN rideau, c'est certain. C'est une maison qui est à la fois assez aventureuse et à la fois assez familiale. En 2011, le Rideau de Bruxelles quitte le Palais des Beaux-Arts. Il est nomade jusqu'en 2014, mais ça ne l'empêche pas de jouer. En 2014, la compagnie entrevoit son nouvel ancrage dans une ancienne charbonnerie à Ixelles. La salle de Goffard est louée sous la condition d'une réhabilitation. En janvier 2017, le théâtre ferme ses portes pendant la restauration du bâtiment. Et ce, jusqu'en septembre 2019, bien que la rénovation ne dure pas 2 ans. Ici encore, la programmation se poursuit. La compagnie n'est plus tout à fait nomade. Elle est hors les murismes. Quand j'ai pris la direction, j'étais directeur artistique et Martine Renders assurait la direction administrative, en gros. Donc on était à 2. Quand Martine est partie, Catherine Briard, assistante de direction, on a créé un poste de secrétaire général, voilà. Et donc on était effectivement en binôme pour diriger la maison. Catherine, évidemment, assumait énormément de choses.
Claude Etienne avait un flair absolument incroyable. Il a pu compter aussi plus tard sur Adrian Bryan ou des gens comme ça qui ont permis vraiment de repérer ce qui s'écrivait de plus intéressant au fil des années dans le monde. Directement, il y a une confiance faite par Claude Etienne aux auteurs de chez nous, à une époque où quand même être auteur belge, ça n'était pas nécessairement une évidence. Grâce à Claude Etienne, nous avons eu 9 créations de pièces de Paul Willems au Rideau de Bruxelles. 1748, juin, rencontre de Claude Etienne, directeur du Rideau de Bruxelles, dans un couloir du Palais des Beaux-Arts. Je suis allé au théâtre et vraiment, Claude, tu te souviens, on ne se connaissait pas. C'était dans le hall qui s'appelle maintenant le hall d'accueil, qui était autrefois le hall de sculpture du Palais des Beaux-Arts. Je venais d'être engagé au Palais des Beaux-Arts et Claude Etienne, qui avait reçu, je crois, une note de service pour dire que je travaillais, il me dit « Est-ce que vous êtes de la famille de Paul Willems ?» C'est ça qu'il m'a dit, parce que j'ai lu ses romans, je ne parviens pas à trouver son adresse. Et alors j'ai dit « Mais c'est moi ». Et il a répondu tout de suite « Je vous commande une pièce ». Et je lui ai demandé alors plus tard pourquoi. Il a dit, mais c'est parce que dans les dialogues, j'ai pensé qu'il y avait là certainement, peut-être une manière de théâtre. Je crois que ce qui est signé Paul Willems est incomparable, enfin. Mais peut-être y a-t-il de plus en plus une grande maîtrise de la langue qui éclate particulièrement dans les miroirs d'Ostende. Quelle heure est-il, baronne d'Antil? Je ne sais pas, docteur Posso. En jugé d'après la lumière, il est 16h40. Comment juger de la lumière puisque la fenêtre qui donne sur la mer est murée? À 16h44, j'allumerai. Comment sais-tu qu'il est 16h40? Pourquoi crois-tu qu'on nous force à murer les fenêtres qui donnent sur la mer? Nous empêcher de faire signe à la flotte anglaise, je te l'ai déjà dit. S'il n'y avait pas de mur et si j'agitais mon mouchoir, tu crois que la flotte anglaise viendrait? À l'époque où je faisais mon service militaire, c'est-à-dire en 1936-1937, j'avais un cheval. Monsieur Bax et moi avons longuement préparé notre après-guerre et, considérant nos goûts, nous avons décidé d'être bons et de nous consacrer désormais au rapprochement des sexes. Claude Etienne, c'était un passionné de théâtre. On a ici un document qui est assez amusant, style un journal intime, qui date de 1934. Il se rêvait comédien à la Comédie Française et donc il a inventé toute son activité à la Comédie Française. Par exemple ici, janvier, je me vois confier définitivement le rôle du prince dans La Couronne de Carton. J'aurai pour partenaire Madeleine Renaud, etc., etc. Ce qui est totalement inventé. Hein. Et donc il tient aussi des comptes, donc il invente même ses fiches de paie, ses dépenses, ses frais professionnels, etc. Donc on a aussi des archives amusantes. Ici, tous les agendas de Claude Etienne, année par année, avec ses rendez-vous, les répétitions. Voilà. Actuellement, nous dépouillons les pochettes du Midi du Rideau, qui contiennent cette fois-ci une année entière de spectacle dans chaque pochette. Ces pochettes, comme vous voyez, peuvent contenir des documents comme les affiches, les feuillets présentés au public et les photographies des spectacles. Fantomas, entre deux éclipses, tue! Quand j'ai lu Fantomas, je suis tombée amoureuse de ce gentleman moralisateur. J'ai proposé que le Rideau le porte à la scène. Et il m'a dit, fais-le. Et je l'ai fait. C'est la première chose que j'ai vraiment accomplie, disons. C'est évident que tout ce qui s'est passé au Rideau ont fait ce que je suis maintenant, c'est sûr. En fait, Claude, au fond, a accepté de partager des responsabilités, notamment avec moi. Notre binôme, à Jules-Henri et à moi, a été quelque chose d'évident, parce que Jules-Henri était profondément un artiste, c'était quelqu'un d'élégant, c'était un danseur des mots, c'était un professeur de conservatoire. Donc, pour moi, il représentait évidemment une succession tout à fait naturelle de Claude Etienne dans la personnalité que moi j'avais connue, c'est-à-dire l'artiste. Je crois que le théâtre est précisément une des formes les plus merveilleuses d'expression que l'on puisse trouver parce qu'il permet d'exprimer les choses sans passer par le truchement des idées. J'ai choisi de vous parler du spectacle « Il pleut dans ma maison » de Paul Willems. Le spectacle a été joué plus de 300 fois pendant 20 ans par le Rideau. Ce qui est intéressant par rapport à ce spectacle, c'est qu'on a une variété énorme de documents qui permet d'avoir une vue complète du processus de création. Ici, le manuscrit. Ici, je vous montre le cahier de régie de Pierre Laroche.
Ici, on a la liste des costumes par comédien. Ici, on a les petites cartes dessinées par Raymond Renard, le scénographe. Ça, c'est un 45 tours avec la musique de Ralph Dao. On a le document avec l'implantation du décor sur la scène. On a l'affiche du spectacle. Paul fait partie des rencontres déterminantes de ma vie d'homme et d'artiste. Je me souviens au début, lors des premières attaques, c'était en mai. Les avions dans le ciel brillaient comme des bijoux. Dans les champs pleins de fleurs, des soldats qui avaient été mitraillés par ces avions si beaux dormaient, dans leurs longues capotes bleues. Et nous passions joyeux entre ces jolis morts. Plus tard, j'ai vu les blessures de près. J'ai vu Stalingrad, Berlin, j'ai vu Cologne, Varsovie, j'ai vu Wrocław, l'ancienne Breslau, qui n'était plus que mur calciné, monceau de pierre où erraient des zombies. Un avion, un seul, est apparu dans le ciel du Japon. L'avion volait si haut que le soleil l'éclairait par en dessous, comme un projecteur de théâtre. Il brillait, pointe de lumière dans le ciel. L'avion lâcha une bombe, une seule. Et cette bombe n'a détruit qu'une ville. Une seule ville. Ce qui fait la singularité du rideau de Bruxelles, historiquement, c'est cette ouverture sur les nouvelles écritures, à la fois de Belgique francophone et à la fois de l'étranger. Véronica Mabardi. Le souvenir que j'ai de Michael au rideau, c'était une place accordée aux autrices et aux auteurs vivants. C'est-à-dire qu'en plus des spectacles et des créations, il y avait l'incroyable foisonnement du Air Festival, où les auteurs et les autrices étaient là, lisaient leurs textes. Parfois les textes n'étaient pas achevés, parfois c'était des productions à venir, parfois pas. Et il y avait de la place pour la fête dans ces moments de Air Festival. Je me souviens notamment d'une bande de Québécois qui a envahi le plateau. Il y avait aussi de la place pour la musique, notamment le cabaret des auteurs de Guys in the Kitchen. Et les gens entraient, sortaient, se parlaient, tout ça se passait autour du texte et du texte vivant. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Ici, l'écriture des Voix sauvages est un projet tout à fait particulier parce que c'est la première fois que j'écrivais un texte à partir de la parole de quelqu'un d'autre, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'en nous, on développe l'envie au point de se lancer dans ces projets complètement fous, qui ne ressortent justement pas de l'ordinaire? Pour moi, être auteur, c'est proposer à la manière d'un photographe un cadrage sur le monde. Moi, je suis un comédien qui déborde. J'ai débordé comme metteur en scène, j'ai débordé comme distributeur de publicité et aussi comme auteur parce que oui, j'ai des envies constantes de débordement. Pour moi, être auteur ou autrice, ce serait vraiment prendre des temps de pause où on va questionner là où ça vibre à l'intérieur et puis après d'essayer de mettre ça sur le papier. J'ai pas fait exprès, je dormais. On dormait tous les deux. Souvent la nuit, je le prends contre moi, il aime pas le noir. Son petit corps chaud, comme ça, j'aime bien, ça fait comme un nounours. La dame du centre, elle dit qu'il faut pas dormir avec, mais elle sait pas, elle voit pas, elle connaît pas Logan la nuit, la dame. Moi, j'en fais comme ma tête. Je le prends contre. Il y en a qui lisent des bouquins, tout ça pour savoir, d'autres qui écoutent tout le temps les dames des centres, moi pas. Moi, je fais comme je crois que c'est le mieux. C'est mon petit, après tout. C'est moi qui sais. S'il veut pas dormir seul, je vais pas le forcer, tout petit qu'il est, allez. Je prends mon petit rouge pour dormir, et voilà, on est bien. Je bois de la piquette, hein, mais j'aime bien quand même. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au
J'ai 42 ans. Je suis bientôt père, je vois plus le mien. Ma mère est derrière les verrous. Ma mère a tué celui qui s'est pris pour le mien. 22 trous sur le trottoir, 3 dans la tête de mon beau-père et un énorme dans celle de ma mère. Elle se souvient de rien. Est-ce que votre mère a toujours été violente? Vous savez pour quand c'est? Pardon, vous savez quand ça viendra? Quelqu'une sait si on est en retard par hasard? Non. On n'est peut-être pas où il faut? Moi, je dis toujours, il faut savoir être patient. Au début, j'étais pas sûre et puis je vous ai vus tous là. Je me suis dit, c'est sûrement là si elles sont tous là. Je me suis dit, ce serait fort quand même d'être autant à se tromper. Ça, ce serait fort quand même d'être autant à se tromper. Je m'inscris aujourd'hui complètement dans le prolongement de notre théâtre qui a toujours voulu mettre en relief l'essentiel du théâtre à travers des langues, à travers des collaborations, à travers des aventures collectives vraiment inscrites dans son temps, quelles que soient les époques qu'il a traversées. L'appel enflammé invente les écritures explosives. Dans la galaxie éblouissante de Beyoncé, nous rayonnons doucement. Se tenir, poreuse, à l'orée du bois et s'émerveiller au seuil de la source insolite. Le mycélium des joyeux et des joyeuses de la rue de la Paix nous fait éprouver un désir de création subversive. C'est quoi cette coquinette?